à tous, vous êtes sur DMTV dans votre émission Entretien. Aujourd'hui, je reçois un artiste aux mille casquettes. Il est conteur, écrivain, metteur en scène, comédien. Chers tous, il fait vibrer les mots, faire rire, faire réfléchir. Aujourd'hui, je reçois Petit Tonton. De Farana à la scène internationale, il porte haut les couleurs de notre pays. Bienvenue sur le plateau de DMTV. Petit Tonton. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission. Et vous êtes diplômé en comptabilité et gestion, un domaine bien loin de la scène. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait passer des chiffres au compte? Ben, comme j'aime dire souvent, je suis comptable de formation, mais compteur de profession. Le diplôme de comptable, c'était pour avoir un diplôme, comme le souhaitaient les parents. Et puis, je trouvais dommage de commencer quand même les études, de faire le bac et tout, et de laisser comme ça, quoi. À défaut de faire l'université. À l'époque, moi, j'avais eu les 2 bacs. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter comme ça pour avoir un diplôme parce que j'avais déjà commencé à faire du théâtre et je voulais continuer là-dedans. Mais la condition aussi pour les parents, c'était d'avoir un diplôme. Donc, j'ai fait un BTS en comptabilité et gestion. D'accord. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe ici. Même si tu as des ambitions et tout, il faudrait quand même faire ce que les parents aiment. C'est bien. Et à l'état civil, vous vous appelez Moussa Doumbouya. Le nom Petit Tonton, d'où vient ce nom? Oh, ça, c'est une longue histoire. Mais pour résumer tout ça, c'est la personne qui m'a fait venir dans ce monde artistique et culturel qui s'appelle Sékou Yalani Keita, qui a été mon premier directeur de compagnie quand j'ai commencé le théâtre. Je l'ai rencontré un jour dans ce qu'on appelle quand on cherche des petits boulots. Souvent, on a été engagé sur un événement où on était guide. Et donc, moi, par respect, vous savez, moi, je viens du Mandé où on dit que Dieu a créé l'aîné et l'aîné a créé son jeune frère. Donc, le droit d'aînesse, ça veut dire tout ce que ça veut dire chez nous, quoi. Donc, cette personne que je rencontre, qui est quand même une personne plus âgée que moi, mais aussi imposant, tu vois, grande taille et tout. Moi, j'aime l'appeler tonton avant de découvrir son nom. Et même quand je connais son nom, je l'appelle tonton. Et au fil du temps, il me dit, ben, si moi je suis le tonton, toi tu es le petit tonton. Et comme c'est lui qui m'a amené dans le monde artistique et culturel, il me présentait à tout le monde, voilà, c'est petit tonton, c'est petit tonton. D'accord. Et il y a quelques mois, vous avez mis en place la maison de l'oralité. La maison de l'oralité, j'y arrive enfin. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites au sein de cette maison? Alors, la maison de l'oralité et du patrimoine Koumakan est ouverte depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, je pense que ça date de 2023. Voilà, 2023, le 2 mars, pour être plus précis. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et de recherche sur tout ce qui tourne autour de l'oralité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais comédien. Ensuite, je viens dans le conte par accident, après que j'ai été médaillé aux Jeux de la francophonie en 2017. Donc, je crée une association et après plusieurs années d'activité sur le conte, sur les comptines, les berceuses, le conte à l'école, les veillées de conte, la grande nuit du conte, on s'est dit qu'il fallait un lieu dédié au conte et à l'oralité. Voilà pourquoi on a ouvert ce lieu et qui se veut gardien d'un savoir-faire ancestral qui est celui du maniement du verbe et de la langue. Parce que moi, j'apprends que le conte, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. À travers le conte, on apprend à prendre la parole en public, on apprend les valeurs humaines nécessaires pour la construction de l'humain, on apprend à découvrir son environnement, etc. En tout cas, c'est l'école de la vie, quoi, comme je disais. Donc, ici, nous essayons de reconnecter les gens à leur véritable identité, à nos coutumes, à notre culture, voilà, globalement.
Et quand je dis culture, c'est vraiment culture, pas... puisque souvent, on a tendance à résumer la culture dans ce pays aux arts et l'art à la musique ou seulement à la danse. La culture dans sa globalité, c'est énorme. C'est les contes, c'est les comptines, c'est les berceuses, c'est les proverbes, c'est les jeux d'enfants, c'est l'habillement, c'est la nourriture, c'est les langues, c'est en tout cas toutes les habitudes que les différentes communautés ont ou partagent depuis des années, je dirais même des siècles. Donc ici, nous essayons de faire des veillées de contes. Nous travaillons sur des projets de collecte. Donc on va aller collecter des contes, des comptines, des berceuses, des proverbes, faire la transcription. Donc dans ce projet, moi j'ai sorti 2 livres de contes illustrés. J'ai enregistré des contes en audio puisqu'on est dans l'ère du numérique. Donc des contes audio qui se trouvent sur différentes plateformes, poussé jusqu'à essayer de faire des dessins animés inspirés de ces contes de chez nous. Donc ici, on fait aussi la promotion des plats traditionnels. Quand vous venez ici et qu'il y a une activité, on va vous servir du lafidi, du to, du magaï, la chiri, etc. Mais aussi, on va vous servir des boissons traditionnelles, donc du bissap, du djinjan, du kiri, du moquet, dans des petites calebasses. Donc, essayez vraiment de faire découvrir ou redécouvrir ces éléments de notre culture et essayer de les valoriser à notre échelle, puisqu'il faut que chacun de nous puisse contribuer à la vulgarisation et à la promotion de notre culture. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de la pluralité de la culture, parce que ce n'est pas seulement pour les musiciens. Voilà. Et aujourd'hui, nous voyons que le ministère accompagne pas mal d'artistes. Et est-ce que vous, les conteurs, est-ce que vous êtes pris en compte? Pas encore, j'espère que ça viendra. J'espère. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on pense culture dans sa globalité. Il faut qu'on arrête un peu de réduire la culture aux arts vivants, aux arts du spectacle. La culture, c'est au-delà de ça, c'est nos langues. Et ces jours-ci, nous avons lancé par exemple un challenge sur la langue maternelle, c'est-à-dire on demande aux gens de faire une vidéo, de se présenter dans leur langue maternelle. C'est pas fortuit, c'est pas fait pour... parce que les challenges sont à la mode, c'est utiliser ce qui est à la mode pour interpeller. On voit que les gens ont du mal à se présenter. Juste dire, je m'appelle tel, je viens de tel village, je fais tel travail dans leur langue maternelle. C'est attirer l'attention des gens sur le fait que la langue, une culture a son sens dans une langue. Et si on ne parle pas nos langues, on va perdre nos langues et nos cultures avec. Donc c'est voilà, apprendre à penser à la culture dans sa globalité et toucher plusieurs secteurs, ne pas s'arrêter aux trucs superficiels ou les choses qui vont nous amener les gens à nous chanter ou à faire nos louanges, etc. Donc c'est vraiment aller au-delà de ça. D'accord. Et nous avons appris également que vous avez été autorisé par les autorités françaises à implanter des maisons de l'oralité en France. Est-ce que cette information, elle est vraie? Et si elle est vraie, où en êtes-vous avec le projet? Alors l'ambition de l'association Koumakan, c'est d'avoir des maisons de l'oralité et du patrimoine un peu partout en Guinée et même au-delà de la Guinée. C'est dans ce sens que comme nous avons des partenariats avec la ville du Mans, la ville de Halonne, de Koulen, en tout cas c'est dans la région de la Sarthe, et que nous avons réussi à avoir l'agrément de Koumakan le Mans. Il s'appelle le Mankan, donc c'est la mancelle de l'oralité, on l'appelle au Mans. Et quand on parle d'autorisation, oui, les autorités françaises nous ont donné l'agrément pour pouvoir vraiment implanter l'antenne France de Koumakan. D'accord. Donc, on voit également Petit Tonton sur la scène à l'international, plus sur scène à l'international qu'en Guinée. Souvent, Petit Tonton, c'est quand on parle de la nuit des contes, qu'on parle souvent de Petit Tonton. Est-ce que cela voudrait dire que les autorités guinéennes s'intéressent moins à ce que vous faites? Je dirais peut-être parce que peut-être les autres, ils connaissent plus l'importance de ce que je fais
et il accorde en tout cas plus d'importance à ce que je fais qu'ici. Malheureusement, ben, comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Mais je trouve ça dommage que des gens comme ben, le Papa Morikante, et les Maîtres Barry, les Momo Wandel, toutes ces grandes personnes soient beaucoup plus connues ailleurs ou ont beaucoup plus apporté aux autres qu'à la Guinée. Aujourd'hui, voilà, étant dans une certaine situation, je comprends. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, il faut arrêter de juger les gens. Vous ne savez pas le parcours des gens, vous ne savez pas dans quelle situation les gens sont, etc. J'espère que je vais pouvoir faire plus que ce que je fais à l'extérieur ici. Parce que figurez-vous que le projet de compte à l'école, c'est-à-dire que les interventions que je fais dans les écoles, je le fais plus en Europe qu'en Guinée. Alors qu'au départ, je proposais, et ça, on paye mon billet, on paye l'hôtel, on me paye pour le faire. Une prise en charge complète. Mais ici, au départ, je proposais cela gratuitement et les gens n'étaient pas ouverts à ça, les gens ne sont pas réceptifs. Maintenant, avec la Maison de l'oralité et du patrimoine, nous recevons des élèves ici et encore une fois, d'écoles privées. J'aimerais et on aimerait tellement que ce soit beaucoup plus d'écoles publiques. Nous recevons des élèves ici, des écoles privées pour des classes culturelles, c'est-à-dire qu'on les fait découvrir les contes de chez nous, mais aussi ils ont des discussions avec des griots sur une histoire ou une légende. Ils découvrent des plats traditionnels, des boissons, ils découvrent une danse traditionnelle, un chant traditionnel. On aimerait que les autorités puissent s'y intéresser et y accorder de l'importance parce que sans culture dans les écoles, c'est pas bien. C'est-à-dire que on va se retrouver après avec des cadres qui n'ont aucune notion de la culture et donc qui n'ont aucune considération pour la culture. Alors que, comme dirait l'autre, la culture reste c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Tout à fait. Et c'est ça notre identité. D'accord. Et puisqu'on parle des écoles, quel est le rôle, par exemple, concrètement, quel est le rôle que jouent les contes dans l'éducation guinéenne? Comme je disais, le conte, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. Et c'est prouvé que le conte est un excellent outil pédagogique. Le conte aide l'enfant dans toutes les matières. Il y a des contes qui travaillent les mathématiques, donc des contes ascendants, des contes descendants, les contes qui aident les enfants dans la géographie. Parce que si je veux raconter une histoire sur Kindia, par exemple, je vais dire, il était une fois dans une ville appelée Kindia, située en Basse-Guinée, dans la République de Guinée. Donc, dans cette région, il y a la mer, il y a la mangrove, etc. Donc, déjà, ça aide l'enfant à connaître la géographie des lieux, ça aide à connaître l'histoire, ça aide à connaître les faunes et la flore, etc. Donc, ça a un très grand apport dans l'apprentissage des autres matières. Il y a quelques écoles ici qui expérimentent cela. Et comme, en fait, il y a une école vers Samatara qui, chaque mois, fait apprendre un conte aux élèves. Chaque mois, ils apprennent un conte. Donc, pendant les 9 mois d'école, ils apprennent au moins 9 contes. Et on voit que ça développe tellement leur imaginaire. Donc, ça aide l'enfant à travailler son imaginaire, à découvrir les émotions, à découvrir comment on construit les histoires. Donc, dans la rédaction, par exemple, comment inventer, donc l'inventivité de l'enfant, apprendre à retenir, par exemple, parce qu'on va raconter une histoire, l'enfant va apprendre et essayer de raconter à son tour, etc. Donc, ça a un très grand apport aussi et surtout dans les leçons de morale et d'éducation civique, parce que dans chaque conte, il y a au moins une leçon de morale, s'il n'y en a pas plusieurs. C'est ça. Et également, vous êtes aussi dans l'humanitaire. Nous vous voyons souvent dans les orphelinats avec les enfants en train
de faire ce que vous savez faire de plus. Pourquoi vous ciblez ces enfants pour passer ces moments avec eux? Pour moi, c'est des moments très, très importants parce que, comme je disais, dans la construction de l'imaginaire d'un pays, euh, mais spécifiquement, ces orphelinats, c'est des enfants qui n'ont pas souvent accès aux choses dont les enfants qui ont leurs parents ont accès. C'est-à-dire que aller vers ces enfants, c'est leur donner un motif de sourire, de bien-être, de vivre ces moments uniques. Parce que quand je conte une histoire et que ces enfants, le temps de l'histoire, ils voyagent, ils oublient tout. Ils oublient qu'ils n'ont pas voilà, de papa, de maman, etc. Et je me dis qu'en tant qu'artiste, il faut que je sois utile. Donc, c'est une façon pour moi d'être utile aussi. À défaut de pouvoir donner de l'argent, il faut donner du sourire, il faut donner de la joie, de l'espoir. Parce que dans ces lieux, j'aime beaucoup raconter des histoires qui travaillent l'espoir, qui travaillent l'émotion, la persévérance, etc., etc. Donc, c'est ce qui fait que je fais ces actions. Est-ce que dans l'avenir, vous allez vous déplacer aussi? Parce qu'il y a des orphelinats qui sont à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est dans le projet que peut-être dans 1 ou 2 ans que vous allez... Bien sûr, l'ambition, elle est grande, mais il faut, comme on dit souvent, il faut péter à la hauteur de ses fesses. Donc, il faut faire les choses en fonction des moyens et du temps, puisqu'il faut travailler aussi pour vivre, parce que voilà, j'ai une famille, Tout à fait. il faut que je travaille. Et nous faisons aussi, vous parliez de la Grande Nuit du Conte. Avant la Grande Nuit du Conte, nous organisons aussi des grandes veillées de contes dans les quartiers, ce qu'on fait déjà depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on prend tout le matériel, on va dans un quartier, on offre gratuitement la soirée à ceux qui ne peuvent pas souvent se payer des tickets pour venir voir nos spectacles, puisque les spectacles, il faut qu'on vende des tickets pour que voilà, toute la chaîne aussi puisse en vivre. Donc oui, s'il plaît à Dieu, si j'ai la santé, la force et les moyens, j'aimerais aller parcourir la Guinée pour faire donner de la joie et le sourire aux gens. D'accord. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent aussi accompagner ces genres d'initiatives, puisque vous connaissez déjà la maison du Koumakan, n'hésitez pas à passer ici pour offrir ces moments uniques, en tout cas à ces enfants. Également, Petit Tonton, c'est aussi une tournée en France. Et le mois qui vient, ce sera certainement en mois d'août. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tournée? Quelles sont les villes? Quelles sont les dates? Alors, je parlais de partenariat tout à l'heure entre Koumakan et quelques villes en France. Comme ça fait 2-3 ans que j'anime des ateliers dans la ville du Mans, c'est à 1 heure de Paris, et les villes d'à côté. Ils organisent des événements pendant l'été. Donc, la ville du Mans, par exemple, depuis plus de 30 ans, organise ce qu'ils appellent les soirs d'été. Donc, pendant l'été et les vacances, la ville achète des spectacles qu'elle offre aux populations dans des parcs, en général dans les parcs, puisqu'il fait beau, donc ils ne s'enferment pas dans les salles. C'est dans ce sens que la ville du Mans a commandé un spectacle à l'image des veillées de contes que nous faisons souvent à Koumakan ici. Donc, ils souhaiteraient qu'on fasse une veillée comme ça pour la population du Mans. Donc, ça va être les 27 et 28 à soir d'été. À côté de cette ville, il y a 2 autres villes, donc Koulen aussi, qui souhaiteraient qu'on fasse un spectacle le 18 août. Alon aussi, qui est une ville à côté du Mans, souhaiterait aussi qu'on fasse la même chose le 19. Et puis, à la ville de Laval, où la ville travaille avec une association qui s'appelle Accueil et Espoir 53. C'est une association de jeunes Guinéens qui travaillent avec la ville, qui aussi, pendant cet été, a souhaité qu'on fasse une veillée de contes dans le cadre d'un projet qu'ils ont
qu'ils appellent montrer les cultures, s'ouvrir aux autres cultures. Voilà, donc c'est chaque pays propose en tout cas un élément culturel pendant l'été. Donc le choix de Accueil et Espoir est tombé sur moi. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Ce sont ces 5 dates que nous allons essayer de faire cet été en France. D'accord. Et si vous devriez définir votre mission en une phrase, quelle serait la phrase ou en quelques phrases? Si je dois définir, ça c'est difficile. Mais je veux dire, c'est l'eau qui coule sans connaissance de sa source, bientôt tarira. Connais tes racines et tu comprendras ta place dans le monde. D'accord. Et un message aux jeunes conteurs qui veulent emboîter les pas de Petit Tonton? Alors, j'aimerais d'ailleurs en recevoir plusieurs, beaucoup, parce que je ne peux pas tout faire. Et il faut aussi il faut la relève, etc. Mais le message le plus important, c'est qu'il faut accepter de travailler. Moi, je suis venu au compte après, je vais dire, 17 ans d'expérience au théâtre. Et c'est après 20 ans que moi, je suis là aujourd'hui. Mais depuis 20 ans, je disais que moi, il me faut un espace culturel. Et c'est après 20 ans que ça se fait. Et aujourd'hui, quand on appelle des jeunes conteurs, ils veulent tout de suite demander un gros cachet, un truc. Moi, il m'a fallu 20 ans pour demander le cachet que je demande aujourd'hui. Et je pense que quand je fais la prestation souvent, les gens qui ont demandé sont plutôt satisfaits. Et donc, c'est accepter d'apprendre. Il y a des jeunes qui viennent et je veux être conteur. Ok, je vais apprendre un conte dans un livre, je vais venir raconter. C'est bien, mais être conteur en Afrique, c'est prendre des responsabilités. C'est prendre la responsabilité de se connaître d'abord. Déjà, il faut se connaître et connaître sa culture et pour pouvoir la raconter. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas se raconter. D'accord. Donc, vous qui voudriez faire comme Petit Tonton, il l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de temps. Il faut accepter de se former, il faut accepter de se rapprocher de ce qu'ils savent, en tout cas les personnes qui ont beaucoup plus d'expérience. Parce que ça ne peut pas se faire comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut accepter d'apprendre. Et la maison du Koumakan, est-ce que vous avez des soutiens? Est-ce que vous avez besoin de personnes de bonne volonté? Est-ce que vous avez besoin des sponsors? Parce qu'il y a forcément des charges fixes. Il y a aussi des spectacles que vous tenez ici. Il y a beaucoup de choses en fait. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que d'abord l'État vous accompagne ici? Et également, est-ce que vous avez besoin de sponsors pour soutenir les charges de la maison? Alors pendant 3-4 ans, on a démarché pour avoir un bâtiment du patrimoine bâti pour implanter la maison de l'oralité du patrimoine. On ne l'a pas eu. On s'est dit, il faut prendre dans les poches pour le faire. Et c'est ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui, après 2 ans. C'est-à-dire qu'on a pris dans les poches pour louer cet endroit. Et comme vous dites, il y a des charges fixes. Donc il y a le loyer, il y a le nettoyage, il y a le gardiennage. Aujourd'hui, on a 3 salariés. Tout ça vient de la caisse de Koumakan. Nous avons beaucoup d'activités ici qu'on ne peut pas faire payer parce que c'est d'utilité publique. C'est-à-dire qu'on a par exemple une activité qui s'appelle généalogie et histoire familiale. C'est pendant une soirée, un griot et son équipe vont venir pour raconter par exemple l'histoire des Camara ou des Condé pendant une soirée. C'est surtout destiné aux jeunes qui ne savent pas d'où ils viennent, que signifie Camara, que signifie mon nom Condé, mon nom Djoubaté, Kouyaté, etc. Si on fait payer, ils ne viendront pas. Alors qu'on veut que les gens se connectent, que les gens se connaissent. Alors que ces soirées, quand même, coûtent des charges. Parce que ces gens qui viennent animer ces soirées sont des pères de famille, des mères de famille, auxquels qui ne peuvent pas venir comme ça et qu'on les laisse comme ça. Il y a la sono, il y a la logistique, il y a tellement de choses qui nous coûtent de l'argent et qu'on a besoin de soutien. Sinon un jour, j'espère pas, un jour on va peut-être fermer et mettre les clés sous le tapis, comme on dit.
Donc oui, on a besoin de subventions, comme tout lieu comme la maison de l'oralité. On a besoin de subventions, sinon ça ne peut pas marcher. On va rester basique. On ne pourra pas vraiment... en fait, ce qui est difficile, c'est que nous sommes entre le social et le business, vous voyez. Mais il y a beaucoup plus de social, parce que le conte, c'est un acte social. Et on essaye de faire de la petite restauration pour avoir un peu de recettes, mais ça ne suffit pas. Un peu de boisson, parce que du moment où ça coûte cher, les gens, on rate la cible. Oui. Ça devient la cible qui va dans les hôtels et tout. On n'aurait pas fait d'impact sur la jeunesse et sur les gens de quartier. On aimerait toucher les gens dans les quartiers, toucher plus de jeunes. Moi, j'ai fait une tournée avec un projet géré par l'ambassade des États-Unis dans quelques universités. J'ai compris que oui, il faut qu'on fasse des choses dans les écoles, dans les lycées, les collèges et les universités. Donc, je cherche de l'argent là pour aller jouer à l'intérieur du pays. J'ai joué à l'Abbé le matin pour 400-500 personnes et ils ont pris en otage le véhicule. Ils ont dit, il faut que vous jouez le soir parce que les amis, ils en ont entendu parler et il faut qu'ils voient ça. Donc, vous voyez combien de fois ils en ont besoin. Donc, pour revenir à la maison de l'oralité, oui, il y a... Je ne vais pas finir sans dire qu'il y a quand même quelques personnes de bonne volonté qui nous apportent leur petit soutien. Des gens qui aiment bien ce qu'on fait, qui vont dire « Ah, j'ai pas beaucoup d'argent, mais voilà, tenez 1 million, tenez 2 millions, ah, tenez au moins 1 mois de loyer. » Ça, je vais pas mentir. Heureusement qu'on a ces quelques personnes qui nous apportent leur soutien. Mais il nous faut le soutien de l'État. Il nous le faut parce que c'est, encore une fois, un projet d'utilité publique. D'accord. En tout cas, merci à vous et vous l'avez compris. Donc, imaginez qu'ils soient en salle avec, avec vous. On a tendance à ne pas se déconnecter, mais malheureusement, puisque la télé aussi, c'est l'heure. Donc, si vous avez un mot de la fin pour que nous puissions fermer portes et fenêtres de cette émission. Moi, je ne pourrais que vous remercier très sincèrement parce que, encore une fois, comme diraient les anciens, si tu n'as personne pour parler de toi, tu vas mourir inconnu, quel que soit ton talent ou ce que tu vaux dans la société. Donc, merci de parler de ce qu'on fait, de faire la promotion de ce qu'on fait et que vraiment la bénédiction des ancêtres soit sur nous. Amen. Merci en tout cas à vous. Vous le connaissez ou bien vous venez de le découvrir. Voilà. Et si vous êtes en Guinée ici, n'oubliez pas, passez souvent à la maison du Koumakan qui n'est pas loin du Carrefour Ambiance, c'est cela. Ou bien allez-y sur les réseaux sociaux, tapez juste Petit Tonton et vous aurez toutes les informations sur notre grand compteur. Et à très vite sur DMTV pour un nouveau numéro.